Bonjour à toutes et à toutes, bonjour et bienvenue dans ce 14e épisode du Pince Crâne consacré au proxy. Je suis Nox et je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes de podcast, iTunes, Deezer, Spotify, mais aussi YouTube où vous pouvez trouver maintenant du contenu exclusif comme des deck tech ou des vidéos Theorycraft. Sans plus attendre, on détape ses langues, on pioche, c'est parti. Rebonjour et merci d'avoir transplané avec nous dans ce 14e épisode du Pince Crâne. Je suis Nox et aujourd'hui avec mes deux invités nous allons discuter, analyser et débattre sur des vraies fausses cartes de Magic. On peut en voir de temps en temps mais surtout pas en tournoi, je parle des proxys. Mais avant ça, laissez-moi vous présenter mes deux invités. Le premier revient pour faire sa tier list des animateurs de l'émission, mais il est aussi fan de belles cartes et aime les proxys de qualité supérieure. Bonjour Théophrases, comment vas-tu ? Eh bien, bonjour Nox, ça va très bien. Bon, et t'es chaud pour cette deuxième émission consécutive ? Bah écoute, tu disais tout à l'heure, je vais enfin pouvoir faire ma tier list des présentateurs de l'émission. Du coup, c'est avec grand plaisir que je suis de retour. Et mon second invité fait partie du duo le plus connu du Magic Game français. Il rosse les internets et répand la belle magie sur YouTube et Twitch. Bienvenue à toi PL, comment ça va fou ? Oh, ça, avec les formes et tout. Bah, ça va très très bien et toi, Nox? Très content d'être là, merci pour l'invitation. J'aime toujours parler, notamment le format podcast, c'est un format que j'aime particulièrement, donc ravi d'être ici. Et en plus pour parler de proxy, enfin, je me suis intéressé récemment à ce sujet-là, donc ça tombe très très bien. Pour ma part, je te remercie beaucoup de ta présence. Est-ce que tu veux faire un peu d'auto-promo ? Ah bah écoute, très brièvement, si vous me connaissez pas, je fais des vidéos et des streams avec mon comparse Val. Vous pourrez retrouver sur Twitch ou sur YouTube Val et PL, sur Twitter, Facebook, à peu près tous les réseaux en fait. Si vous voulez nous trouver, Val et PL et vous tombez dessus. Et pour rester dans le thème du coup du Commander Multi, j'ai récemment fait une vidéo où je présente tous les decks que j'ai actuellement, toutes les decklists avec les liens dans la description. Vous tapez, je pense, PL deck Commander Multi, vous devez trouver la vidéo. Et ceux qui sont curieux du coup de voir un peu ce que je joue, quel type de joueur je suis, bah, vous pourrez du coup avoir votre réponse là-dedans. Bon, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et d'attaquer avec une petite définition élaborée par mes soins. Qu'est-ce qu'une proxy ? Eh bien une proxy, c'est une fausse carte qui servira de substitut à une carte existante. Historiquement, imprimer des proxys servait à tester l'intérêt des cartes dans un deck. Cela prenait souvent la forme de papier devant un land de base slivé. Mais maintenant, les temps ont changé, on est beaucoup à les utiliser dans des intérêts économiques et à imprimer des proxys bien plus élaborés et bien plus jolis. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à cette définition ? Il faut pas oublier la belle photocopie de cartes découpées. Ah oui, effectivement. Ouais, le problème, c'est qu'actuellement, la définition de proxy, elle dépend de tout à chacun. En fait, ça va vraiment aller effectivement de la carte blanche ou des deux, trois écritures sur un land de base à la fausse carte, la contrefaçon, en passant par en fait tout un tas de panels, comme l'a dit PL, la carte imprimée ou encore simplement des proxy artistes qui vont prendre des illustrations alternatives et faire des nouvelles cartes. Pour ma part, des proxys, j'en ai plein. Je les fais moi-même avec mes propres techniques d'impression où j'essaye d'intégrer un art récupéré sur le net que j'adore avec une carte, souvent un staple du commentaire, dont il me faut un exemplaire en plus. J'ai la chance de posséder tous les originaux que je garde précieusement dans un golden classeur que j'essaie de pas trop manipuler. Et vous, du coup, est-ce que vous avez des proxys ? À quoi elles ressemblent ? Et dans quel contexte vous les utilisez ? Et je t'en prie Théo. Pour ma part, en fait, j'ai commencé le proxy pour simplement, comme toi, faire les cartes que j'avais en double, puisqu'au bout d'un moment, quand tu as ton carré de fetch, t'en as un peu marre d'en acheter. Du coup, tu te dis, bon, si je les proxiais, et petit à petit, en fait, je me suis complètement détaché du principe et je suis à un point où j'ai des decks 100% proxy jusqu'aux lampes de base, puisque j'ai découvert en fait comment les faire soi-même, comment s'investir un peu dedans et et finalement j'adore faire des decks personnalisés dans le visuel que ça apporte. Et du coup, j'en suis à faire des decks qui sont unis de manière visuelle. Par exemple, là, j'ai un deck Jeskai Shai qui est complètement en all frame avec des cartes qui n'existent pas en all frame. Je suis en train de monter un deck Yuriko
Avant, j'étais un joueur de L5R, comme je le disais dans le dernier podcast. Là, je suis en train de monter un deck Yuriko qu'avec des illustrations du coup du TCG L5R qui n'existe plus maintenant. Et ainsi de suite. Du coup, maintenant, bah, je m'en sers à peu près pour tout. Et c'est vrai que comme j'ai pas l'âme d'un collectionneur, que je joue majoritairement en commandeur avec un groupe d'amis et pas forcément trop avec des inconnus, j'en suis passé à un point où je suis en full proxy pour tout. Du coup, on pourra partager nos techniques d'ouvrage. Moi aussi, j'en parlais à mon binôme de podcast aujourd'hui même. Il y a des proxys que du coup j'ai designé moi-même, qu'aujourd'hui j'ai plus de plaisir à jouer que les originaux. Justement parce que je sais que bah, potentiellement mes camarades de jeu vont tilter sur ma carte et vont se dire ah putain, trop bien l'art, ça lui va bien, ça correspond bien. Et bah, en fait, c'est une forme de passion magique, quoi. Et toi, du coup, PL, les proxys? En moi, les proxys, j'ai attendu très longtemps avant d'en utiliser, on va dire, librement. Là, je n'en utilise, enfin, pour l'instant, je ne joue que en commandeur multi, donc je n'en utilise que dans ce format-là. Et en fait, j'attendais d'avoir tout simplement une imprimante chez moi pour les faire moi-même. Et depuis 2-3 mois, là, j'en ai une, et du coup, je me suis un peu investi, savoir comment en imprimer de bonne qualité. Donc, je pourrais en parler un peu plus tard. Et je m'en sers, moi, du coup, dans mes commandeurs multi pour remplacer des cartes que j'ai déjà, mais qui sont dans d'autres decks. Parce que une fois que j'ai fetché dans un deck en vol et que j'ai pas trouvé mon bilan parce qu'il était dans un autre deck et que j'ai oublié de le remettre, je me suis dit que c'était trop. Voilà, je n'ai pas envie que ça m'arrive. Même si les collègues sont sympas et te disent non, mais fais comme si tu l'avais trouvé et tout. Je dis non, non, j'ai pas la carte sur moi, les gars. Tant pis pour moi. Donc je me suis dit qu'il fallait vraiment que je trouve une solution. Et les proxys, c'est ce qu'il y avait de plus simple. Il y a des gens comme mon collègue Val qui, eux, ça la dérange pas de casser un deck, d'en refaire un, etc. pour toujours avoir le deck avec les vraies cartes. Mais moi, avec maintenant plus de 10 decks multi, ça commençait à devenir trop compliqué, notamment sur des cartes qui sont partagées dans quasiment tous les decks, savoir les fetch, la main à la base. Ça, tu te retrouves tout le temps à aller chercher dans l'un, dans l'autre. Et du coup, j'ai simplifié la chose en proxysant ce que j'avais besoin, en proxysant un peu à l'avance aussi, typiquement des cartes comme Cyclonic Rift ou Passage Merveilleux qui sont dans beaucoup de DH. Ça, j'ai quelques proxys d'avance pour ne pas avoir à les faire au moment venu. Et par contre, je ne veux pas enfin pour l'instant en tout cas, je ne veux pas faire de proxy d'une carte que je ne possède pas. C'est vraiment une solution de praticité. Et je vois que vous êtes d'ailleurs amateur d'artwork alternatif ou qui n'existe pas. Et moi, par le contre, je cherche vraiment à avoir l'artwork de la carte que j'utilise, ou en tout cas un artwork que les gens connaissent. Parce que le but, c'est dans mes proxys, c'est que bah, du coup, ça remplace une carte que j'ai, et que les gens n'aient pas de difficulté à savoir ce que j'ai fait, ce que j'ai joué, de complexitude, pour suivre la game par exemple, surtout si c'est des joueurs peut-être un peu plus casual ou autres qui vont pas forcément connaître les cartes, c'est plus facile si jamais ils voient les cartes qui existent déjà, je trouve, plutôt que des cartes avec des illustrations autres. Mais si tu joues toujours avec le même groupe, comme fait Théo, c'est vrai que là, avoir tes decks avec tes illustrations perso, ça a une plus-value et tes collègues, ils vont s'habituer vite. Au final, ça changera plus rien. Ouais, il y a ça. Après, tu vois, typiquement, grosso modo, les proxys, on en a une utilisation très semblable. Euh, Hmm. Après, globalement, la plupart de mes proxys à moi sont des staples. Donc, globalement, c'est des cartes où il suffit de les nommer. Euh, Ouais. Comme tu disais, je pense à Cyclone Crypt, au, au Bilant. Et il y a un autre aspect qu'on n'a pas souligné, je pense justement aux cartes qui valent très très cher. Les proxys, ça permet aussi de les manipuler. Comment dire, ça nous permet de shuffle notre deck sans avoir la goutte au front. Et puis Ouais. aussi, du coup, j'ai pas trop peur que un inconnu manipule mon deck. Enfin, en tout cas, ça m'enlève un peu ce stress-là. Euh, bon, par contre, du coup, je mets un petit peu tous les œufs dans le même panier et j'ai un classeur avec tout ça au même endroit, quoi. Faut pas perdre le classeur. Faut pas perdre le classeur. Mais j'en suis à un point où il y a certains magasins où je vais très très régulièrement et où les gens c'est un magasin qui tolère les proxys, et où les gens me connaissent, ils savent que j'ai les cartes, ça ne les dérange absolument pas, et j'ai absolument jamais eu le problème. Du coup, je suis dispensé de ramener mon classeur à chaque fois. Ça me fait très plaisir. Ouais, c'est sûr. Sinon, si tu te retrouves à avoir le classeur, les cartes et les proxys, ça sert plus vraiment, quoi. Enfin, ça sert beaucoup moins. Ouais, voilà.
Ouais, mais en tout cas, c'est clair que bah, en fait, le premier proxy que tu fais, en tout cas, je sais que moi, c'est le premier que j'ai fait comme ça, c'était la Wheel of Fortune, puisque bon, quand tu viens de dépenser 200 euros dans ta jolie carte, t'as pas forcément envie qu'elle prenne des à-coups, des machins comme ça. Et au final, quand tu commences à te dire que ta carte, elle a un certain prix, ouais, t'as envie de la protéger, et ça a beau être une partie du jeu, bah, t'as plus envie de jouer avec, quoi. Ouais, parce qu'en fait, c'est une pièce de collection, hein, tout simplement. Toi, Théophras, tu fais des proxys de cartes que tu n'as pas ou pas, du coup? Oui, complètement. Moi, j'ai sauté le pas. Je fais des proxys des cartes que j'ai pas, notamment celles de l'ARL, puisque je peux pas investir dans des Troubiland et j'ai des decks qui ont absolument besoin des Troubiland pour fonctionner, D'accord. des combos high tide et des machins comme ça. Et du coup, c'est ce qui a fait que j'ai sauté le pas. Et pareil, je fais pas mal de CEDH, donc vu que c'est autorisé dans le format, bah au final, pourquoi me priver, quoi? Au bout d'un moment, Ouais, effectivement, c'est beaucoup plus toléré en CEDH. D'ailleurs, je me permets de rebondir sur ça pour une petite info actu que je suis allé récupérer dans l'épisode 75 de Café Magic. En Allemagne, les circuits du format Legacy W, A, DO et ESA autorisent maintenant les proxys dans leur tournoi. Je pense que ça va faire beaucoup, beaucoup de bien au format. Legacy qui est bah, de plus en plus déserté, notamment après les spikes des Bilands. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu le même feeling qu'avec le C2H. Bah, actuellement, oui, si tu veux te lancer dans du CEDH, bah, si tu joues pas depuis extrêmement longtemps ou s'il faut vraiment que tu possèdes la carte, bah, en fait, le format était complètement fermé. C'est un peu, oui, le Legacy. J'imagine qu'un nouveau joueur qui veut se mettre au Legacy, qui n'a pas investi dans une collecte avant, il fait comment? Il y a un paywall devant qui est quasiment, qui rend le format inaccessible, en fait. Ce qui fait que plus personne, si ça continue comme ça va devenir un format élitiste où plus personne ne va jouer, quoi. Ah, c'est clair. C'est que dans les formats comme ça, les proxys, ça va devenir presque vital pour que le format puisse subsister. Et justement, quand tu as des nouveaux joueurs, genre, je prends mon exemple, quand j'ai commencé Magic en compétitif, enfin, genre, à faire ne serait-ce que des tournois en boutique, je voyais qu'il y avait plein de formats et tout, mais ne serait-ce que le prix d'un deck standard, déjà, c'était, pour l'étudiant que j'étais, c'était hors de prix, mais en s'y mettant à deux, en se faisant prêter des cartes, tu y arrives. Mais quand tu vois le prix des autres formats, tu te dis, mais c'est pas possible de jouer dans ce format-là, encore moins maintenant. Alors que pourtant, quand on a pu me prêter un deck par-ci par-là, j'ai découvert du coup genre le Legacy ou le Moderne et je me suis dit, putain, mais c'est génial, j'aimerais trop pouvoir y jouer, mais je peux pas quoi. Et j'avoue que même si on pouvait me prêter un deck, c'est sympa d'avoir son propre deck. Du coup, l'autorisation des proxys, au moins pour les cartes qui valent très cher, ça permettrait vraiment de démocratiser ça et de faire vivre l'adage que tu peux faire n'importe quoi dans Magic. Alors que bah, si t'as pas de sous, bah, tu peux pas vraiment faire n'importe quoi dans Magic. Tu vas faire ce que tu peux avec les cartes que t'as. Mais si t'as la proxy qui sont autorisées, là vraiment, bah, tu vas faire un tournoi vintage, la semaine d'après tu fais ta FNM en standard, enfin t'as plus de limites et ce serait vraiment trop bien ça. Je vais me servir de ce que vous dites pour transiter vers le commandeur. Tu as parlé tout à l'heure de paywall, Théophras. Est-ce que tu considères qu'aujourd'hui, dans le commandeur, il y a aussi un paywall? Ça va dépendre en fait, puisque bon, le commandeur, c'est quand même le format de toutes les alternatives. Tu peux réellement jouer ce que tu veux et normalement, si tu t'y connais un peu, tu peux trouver des alternatives budget à toutes les grosses cartes que tu as aujourd'hui. Mais le problème, c'est que bah, qui dit commandeur dit que tu as cette discussion pré-game sur le power level que tu attends de la partie et que malheureusement, bah, il y a un moment où même si le power level n'est pas forcément dépendant du budget, monter dans des gros power level, quand tu as le budget, ça reste plus facile. Et quand tu joues à des tables qui sont sur des decks très optimisés, bah en fait, t'es pas obligé, mais avoir ton bon gros staple qui coûte 70 euros, bah ça fait du bien quoi dans ta partie même et dans le plaisir de jeu, puisqu'après, quand tu te ramènes sur ce genre de table avec des alternatives budget, tu restes quand même plus lent puisque ton alternative budget, elle est moins bien. Voilà, du coup, il n'y a pas forcément un paywall pour rentrer dans le commandeur, mais à certaines tables, tu vas avoir une sorte de paywall qui est pas forcément voulu de la part des joueurs, en fait. Et c'est ça qui est dommage.
Hmm. Du coup, en fait, c'est pas rentrer dans le format qui coûte de l'argent, c'est améliorer son deck, tout simplement. Améliorer son deck et aussi bah, pour certains decks où en fait t'as pas forcément l'alternative qu'il faut. Et après j'ai aussi reparlé encore du CEDH, mais le CEDH où c'est réellement un format où tu te dis je me donne tous les moyens que je veux pour que je peux pour gagner. Bah là le budget devrait pas rentrer en limite en compte en fait. Devrait pas être une limite puisque réellement tu devrais avoir accès à tout ce que tu veux et à toutes les stratégies possibles. Du coup, il y a aussi un grand adage qui dit quand tu joues en CEDH, et moi j'applique ça maintenant quand je joue à Magic et au Commander en général, je joue contre les gens, pas contre leur portefeuille. PL, est-ce que tu veux rebondir sur ce qui a été dit? Bah, pour la question de sous et vis-à-vis du commandeur, en vrai, je trouve que ça dépend avec qui tu joues, comme toujours. Si tu joues qu'avec une seule table, c'est un format de compromis le commandeur multi de toute façon. Donc il faut que les gens se mettent d'accord sur le power level, sur ce qu'on va faire. Et au-delà d'un power level, ce qui est bien, c'est parce que c'est dur de juger le level d'un deck. Et en plus, les gens qui commencent en commandeur sont euh, pas forcément au courant que tu peux faire évaluer ton deck ou justement à savoir que vaut ton deck entre guillemets par rapport aux autres. Du coup, c'est bien de se mettre une limite de budget. Et du coup, si jamais il y en a un qui a un peu plus de budget qu'un autre, il fait d'autres decks avec son budget ou alors il est plafonné à un certain, par exemple 100 euros. 100 euros par deck, c'est ok, je trouve, pour faire des tables assez équilibrées. Et alors, là où ça va vraiment bloquer le budget, où tu vas avoir envie de mettre du coup plutôt des proxys si tu peux pas faire autrement, c'est quand tu peux jouer qu'à une seule table où ils font presque du CEDH, où ils font du CEDH, et là effectivement, bah, tu te ramènes pas avec ton préco d'Innistrad, quoi. Ils sont bien beaux tes zombies, mais ils vont rien faire. Donc t'es obligé, enfin t'es pas obligé, mais si tu veux jouer, t'es obligé d'en passer par là. Par contre, si tu as l'occasion de jouer à plusieurs tables, ne serait-ce que deux ou trois tables différentes, là tu peux facilement varier si tu as un ou deux decks et changer le power level. C'est très facile de diminuer ton power level. C'est l'augmenter qui va être complexe, mais ça, au moyen de 2-3 proxys, tu peux faire des trucs et le commandeur, c'est tellement, je vais pas dire random, mais presque que à des tables où moi mes decks étaient peut-être un peu plus élevés des fois, c'était quand même le mec avec son préco Boros Ange qui gagnait. Et il avait pas de ni proxy ni rien, il avait payé son deck 40 euros et c'était tout. Donc en vrai, à moins de, enfin, sauf du CEDH où là pour le coup c'est trop compétitif. Sinon, en général, n'importe quelle partie de Commander, elle peut se solder de n'importe quelle façon. Donc je trouve que c'est moins vrai qu'en CEDH ou alors qu'en Duel Commander. Là, en Duel Commander, tu peux pas jouer budget, quoi. Vraiment, tu prends la réalité de plein fouet sinon. Oui, bon, le Duel Commander, ça, c'est un format compétitif, hein, de toute façon, et Mm. puis, comment dire, ce format a vocation à faire des tournois, donc de toute façon, les proxys sont illégales, du moins jusqu'à ce que les organisateurs de tournois changent leur politique sur la question, mais a priori, ça sera jamais le cas. En tout cas, moi, j'observe une hausse de l'utilisation des proxys. Alors, il y a plein de façons d'utiliser les proxys. Ça peut être simplement parce qu'on préfère un autre art, comme ça peut être, bah, j'ai pas la carte, elle coûte trop cher. Je pense surtout au Biland. En tout cas, il y a une hausse. On peut voir sur Internet des sites qui impriment des proxys, pullulés, les Chinois qui se sont mis à le faire. Qu'est-ce qui, pour vous, explique cette hausse? Bah, je pense que le fait qu'il y ait de plus en plus de joueurs en Commander multi, ça explique. Qui est selon Wizard, en tout cas récemment encore, ils l'ont dit, le format où il y a le plus de joueurs, le format le plus joué. Et à mon avis, pour toutes les raisons qu'on a citées déjà, liées à l'accroissement du coût du format, ça doit expliquer ça. Et je pense qu'ils ont juste vu qu'il y avait un marché, que les gens étaient désireux d'avoir des proxys de bonne qualité, que la photocopie de ton fetch en italien, noir et blanc, mal coupé, dégueulasse, t'en as marre. Du coup, ça te dérange pas de mettre 2 euros, faut même un peu moins pour avoir un proxy en carton bonne qualité et qui a le même poids qu'une vraie carte. Et du coup, bah, dès qu'il y a quelqu'un qui le propose, d'autres vont le proposer pour moins cher et ainsi de suite, quoi. Je pense que ça vient de là. Et j'ai vu surtout l'accroissement avec les espèces de packs de proxy que tu peux voir sur tous les sites AliExpress, Wish, machin.
où pour 10 euros, tu reçois. Et c'est vrai que la qualité, bon, quand tu l'as dans la main, tu vois que c'est un proxy. Mais genre double sleeve, c'est très dur de faire la différence, hein. Quand le mec le joue en face de toi, si tu prends pas la carte dans tes mains, euh, je pense qu'il y en a même qui ont dû se faire avoir, hein, Ouais, donc là, on sur s'apparente certains breaks, vraiment à de la malheureusement. contrefaçon, du coup, ouais. Ouais, là c'est de la contrefaçon, mais au final c'est de la contrefaçon, mais qu'est-ce qui différencie vraiment contrefaçon de proxy, tu vois? Ça dépend comment tu le vends. Bah, eux le vendent en disant carte Magic, donc c'est contrefaçon, mais dans ton utilisation, ça reste ni plus ni moins qu'un proxy de très bonne qualité, finalement. Mhm. Enfin, ça dépend. Si tu Ouais, triches en tournoi et que tu arnaques des gens avec, non. Là, t'es juste une mauvaise personne. Mais au final, genre, moi, je préférais avoir des cartes imprimées en carton comme ça, du coup, bah, de la contrefaçon pour jouer avec mes amis parce que ce seraient des cartes de bonne qualité qui faciliteraient mon usage et le leur. Mais en même temps, c'est pas cool et c'est coûteux. Du coup, je me contente de proxy que j'imprime moi-même en couleur et que j'arrive à avoir maintenant en bonne qualité. Mais c'est pour moi le côté contrefaçon, c'est plus que les gens en font plutôt que les gens le fassent parce que ça, il y a toujours quelqu'un qui va le faire, hein, malheureusement. ouais, moi je vais pas mentir, hein, les premiers proxys que j'ai utilisés, c'est des proxys que j'ai achetés à des Chinois comme ça, hein. Bah, effectivement, il me fallait une Wheel of Fortune pour un deck, il me fallait un LED, il me fallait des Troubiland. Bon, bah, tu t'achètes le petit pack Land 2DH 10 Ouais, sur Wish et on a tous vu celui-là. voilà. Et t'es content de le voir arriver dans ta boîte aux lettres un mois après parce que t'étais même pas sûr de le recevoir puisque tu sais que c'est un peu fumeux comme truc que t'es en train de faire. Mais voilà, bah, après, bah ouais, malheureusement, ça reste de la contrefaçon. Et bon, personnellement, comme j'ai pas vocation à arnaquer des gens avec derrière, première chose que j'ai fait, c'est prendre un gros blanco et marquer derrière proxy, histoire que ça soit clair et net que jamais j'essaierai d'arnaquer des gens avec et que Mhm. au moins c'était marqué. Mais ouais, après, bah, du coup, pourquoi je suis passé là-dessus directement? Puisque effectivement, moi, j'aime pas force. J'aime un bel objet, j'aime avoir une belle carte quand je joue. J'aime pas forcément avoir le petit bout de papier qui se balade à travers la sleeve où c'est à moitié lisible puisque t'as pas forcément une imprimante de bonne qualité ou toutes ces conneries qui fait que la carte est bof et où voilà, bah finalement t'es pas forcément content, t'as pas le même plaisir à jouer avec qu'à jouer avec une vraie carte en réalité. Mhm. Alors pour Du- les auditeurs, je déconseille très fortement Wish parce que j'ai un ancien camarade de jeu qui en a commandé. Et bon, moi je trouve la qualité plutôt moyenne. Je sais pas, enfin c'est même très nul globalement. Je peux pas dire que ça y ressemble vraiment. Et par contre, surtout ne cliquez pas, car vous allez recevoir des pubs tout le temps. Tout le temps. La moindre pub va vous spammer une annonce Wish avec des cartes Magic dedans. Ne cliquez pas. Oui, je confirme. Et l'engrenage. Voilà. Et voilà, après, moi, quelque part, j'associerais aussi peut-être l'augmentation l'utilisation des proxys avec, ça peut paraître bizarre, mais l'arrivée d'Arena. Puisqu'au final, Ah, Arena, c'est un format enfin, c'est un logiciel sur lequel tu as des cartes digitalisées que tu peux acquérir gratuitement si tu passes un peu de temps. Et c'est vrai que ça a été une porte d'entrée pour tout un tas de joueurs qui n'ont pas forcément non plus les moyens d'investir dans des cartes Wizard Proof, qui fait qu'au final, bah, quand t'as pas les moyens, mais que tu as quand même envie de jouer avec tes copains avec des vraies cartes, bah, tu peux être amené à passer par des contrefaçons ou des proxys, tout simplement. c'est pas faux ça. Ouais. Ouais, j'avais pas pensé à cet aspect, effectivement. Comme tu l'as dit un peu plus tôt, PL, du coup, c'est le nombre de joueurs augmentant dans le format qui fait que le prix des cartes augmente. C'est la loi de l'offre et la demande, notamment au niveau des staples. On peut observer là ces 2 dernières années la plupart des staples du format qui ont quadruplé, quintuplé de prix. Je pense à des rares un peu banales, enfin qui étaient un peu banales à l'époque, comme Tourment de Grêle-Feu, qui était une simple Mhm. rare, qui n'était pas une mythique là, et qui coûte à peu près 20 euros, quelque chose comme ça. Euh, Ouais. C'était une carte qui valait absolument rien, qui avait absolument pas été jouée en standard de façon compétitive. Et aujourd'hui, c'est une carte qui vaut 20 euros strictement que à cause du Commander. Et, euh, et encore, je pense pas qu'on peut parler d'Ultra Staple, c'est-à-dire que c'est une carte
qui rentre dans beaucoup de jeux noirs qui arrivent à faire un peu de mana. C'est une grosse carte, plutôt puissante, mais elle me semblait pas spécialement difficile à trouver, puis c'est relativement récent encore. Mais quand on commence à regarder les gros staples, je pense à Crimson Zenith, Demonic Tutor, même d'ailleurs Diabolic Intent. Pareil, j'ai vendu un Diabolic Intent à 20 balles. Il a été édité dans Battle Bond. Enfin, il a été réédité dans Battle Bond. Je trouve que c'est cher, 20 balles. Non, on peut parler de Mana Crypt aussi, hein. Mana Crypt qui a été réédité 2 fois à un intervalle très proche avec Mystery Booster et Double Master, mais qui pour autant a absolument pas chuté, puisque Mana Crypt en commandeur, ça rentre partout, quoi. Bah, dès que tu attaques des power level un peu élevés de deck ou même le CEDH, c'est sûr que c'est auto-include quasi partout. Quelque part, les proxys sont une forme de solution à cette hausse des prix, parce que, à mon sens, tout le monde ne peut pas se permettre, et quelque part, l'argent, c'est un mur de la créativité de construction. Au-delà des proxys, quelle serait pour vous la technique que pourrait aborder Wizard pour éviter la contrefaçon, les proxys? Je pense que la méthode, ils la connaissent, mais ils ont certainement des raisons de ne pas le faire. Il y a en fait une différence entre tes nouveaux joueurs et tes joueurs qui sont là depuis un moment. C'est que les joueurs qui sont là depuis un moment, ils ont une collection. Je prends pas Arena en compte, hein, je prends que les joueurs papier. Et les nouveaux joueurs, ils n'ont pas de collection. Et les nouveaux joueurs, ils n'ont pas forcément énormément de budget à y consacrer, ou en tout cas, même s'ils l'ont, ils n'ont pas forcément envie. Du coup, la solution pour qu'il n'y ait pas de proxy, que personne n'ait envie d'en utiliser, c'est que tu fasses des reprints très fréquents de toutes tes cartes. Je mets la réserve à 10 de côté, c'est un autre sujet. Mais en gros, toutes les cartes, genre tout ce qui est Smothering Ties, voilà, une carte, on peut le dire, qui est nulle, hein, qui est nulle à chier. Mais en commande multi, c'est exceptionnel. Du coup, ça, c'est une carte qui vaut peut-être 30-35 euros maintenant. 10 étouffante. Ça, pareil, tu le réédites tous les ans, tu le mets dans un pack commander, tu le mets, et encore pack commander, ça peut être un peu cher, mais si tu le mets dans une extension, tu le mets dans les cartes de la liste, tu fais en sorte qu'en fait, toutes ces cartes-là, toutes les cartes de ton jeu qui sont recherchées, en fait, dès qu'elles dépassent un certain prix sur le marché, comment dire, sur des sites comme Magic Card Market ou quoi, tu la réédites. Et du coup, en fait, vu que tu n'auras aucune carte qui vaut trop cher, t'as pas vraiment d'intérêt à avoir des proxys, sauf si vraiment tu es on a budget strict et que t'as pas 5 euros pour mettre dans une carte, là tu vas avoir envie de proxiser, mais ça ils pourront pas empêcher Wizard, mais si t'as pas la carte à 20 balles, plus la carte à 50, plus la carte à 70 à acheter, et encore t'en as 3 sur 97, du coup t'as beaucoup moins envie de proxiser. Moi je préfère payer un peu plus mais avoir que des vraies cartes, plutôt que de passer par des proxys comme je fais actuellement. Mais en faisant ça, ça fait que tu peux avoir une collection, mais que de cartes que tu vas utiliser. Et pas de cartes qui vont prendre de la valeur, qui ont déjà de la valeur, etc. T'es jamais à l'abri. Tu te dis, je vais acheter 10 m'étouffantes, tiens, ça va peut-être être joué. Ah bah oui, c'est joué, mais du coup, comme c'est joué, c'est réédité, donc mes 10 m'étouffantes, je les mets dans 10 decks, sinon j'en fais rien. Et du coup, c'est une balance très dure, à mon avis, à peser pour Wizard entre, je veux pas éclater l'économie, entre guillemets, de mes joueurs qui ont déjà une collection, et en même temps, j'ai envie que mes nouveaux joueurs, ils puissent acquérir les cartes qu'ils veulent, jouer un peu dans différents formats, notamment dans le Commander. Donc je pense qu'il pourrait faire plus d'impression, de réimpression. Si vous regardez les vidéos de la chaîne Tolarian Community College, il ne parle que de ça. Il parle que de... Bon, il parle aussi de la réserve de liste, mais il parle beaucoup de réédition. Il dit, mais rééditer les cartes, bon sang, ça c'est bien. Et dès qu'il y a un produit qui réédite, il dit, voilà, ça c'est bien, on réédite. Et il n'a pas tort. Et lui, même si je pense que sa collection de Magic, elle est quand même bien fournie, c'est quand même quelqu'un qui a envie qu'il y ait des rééditions parce qu'il préfère qu'il y ait des gens qui jouent au jeu plutôt que d'avoir une collection qui vaut 5, 10, 20 000 euros plus même. Et je pense que c'est tous ces joueurs-là, vis-à-vis de tous ces joueurs-là, qui, à l'époque, on l'a créé pour eux la réserve de liste et maintenant, on ne crée pas la réserve de liste, mais on limite les réimpressions, quoi. Et ceux qui font aussi un petit peu le commerce qui s'est développé avec Magic, forcément d'achat-revente et de spéculation, tu écrases aussi tout cela, peut-être tous ces gens qui vivent de ça, si jamais tu fais des rééditions trop fréquentes, parce que le mec qui va acheter le nouveau Tarmogoyf alors que personne l'a vu, d'un coup ça devient joué et cette carte-là est rééditée, le mec il a pas pu entre guillemets faire son beurre.
Ou alors il y en a qui vont encore plus s'abuser au début d'une extension et acheter des dizaines et des dizaines de tous les exemplaires, toutes les cartes, pour essayer d'avoir un espèce de monopole et faire gonfler les prix. Mais bon, là on part un peu loin. Je pense que voilà, la solution du coup pour moi c'est beaucoup de reprint tout le temps et faire des packs comme ils font avec les Commander Green, Commander Black, etc. Sauf que genre il y en a un par an. Là le prochain il est en janvier, le Green il était il y a un an je crois. Enfin, et il faut faire ça tous les 3, tous les 6 mois. Vu la fréquence à laquelle ils font déjà des produits, ça ne nous choquera pas. Donc les gars, allez-y, balancez, parce que ceux qui n'achètent pas le produit vont acheter la carte unité. Donc en tous les cas, des gens vont acheter. Mm. C'est la clé. Non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, je peux noter que Wizard a fait quelques efforts, notamment avec les packs Commander. Même Mystery Booster, qui était quand même un vent d'air frais pour le Commander, qui a apporté beaucoup de rééditions super. Ouais, mais c'est toujours mesuré, tu vois. Genre, t'as une mana creep tous les je sais pas combien de boosters, donc Ah ouais, je suis d'accord. au final, Faudrait qu'on la joigne carte les elle a pas mains et baissé en qu'on prix, prie quoi. tous pour un Commander Master. C'est ça. Mais là, ils ont fait Commander Legend, on s'est dit, ah, peut-être, et en fait, bah, tu te rends compte qu'il y a des cartes comme Sakura Tribe Elder qui sont même pas dans le truc, et j'ai dû en acheter. J'ai dû commander des Sakura Tribe Elder parce que j'en avais plus pour mes decks. Parce que c'est une carte qui n'avait pas été rééditée depuis longtemps aussi. Ouais, Enfin, bah, sauf dans certains des commandeurs, quoi. ouais, voilà. Après, Mais on a quand même eu la chance d'avoir Trivisit, ce qui est quand même... Je m'y attendais pas. ça fait plaisir. Ah, Ouais, c'est clair. Bah, du coup, j'en ai acheté plein et j'ai mis toutes mes proxys de côté. Comme quoi, en fait, on attend que ça, quoi, les rééditer. Hein. Bah, c'est ça. Et mes Trivisit Clairement. étaient très belles. Hein. Mm. Après, il y a aussi la solution que Wizard propose des proxys officiels Wizard. Hein. Quelque part, ils l'ont déjà fait avec ce qui étaient les World Championship Deck, les fameuses Ouais. cartes à Bordeaux, les fameuses cartes à bord doré. Si au début d'extension, tu dis, bah voilà, on vous propose d'acheter aussi, plutôt que des boosters de draft ou des boosters set, d'acquérir la totalité de l'extension en cartes à bord doré qui seront inutilisables en tournoi et en événement officiel, mais avec lequel vous pourrez vous amuser. Bah, Bah, quelque part, tu vends ça à moindre prix et c'est tout le monde cool. est content que derrière. Bah, enfin, moi, j'ai du mal à voir la différence, globalement. Mais en fait, qu'est-ce qui change, là, à part le bord, tu vois pourquoi, en fait, ils changeraient le bord et du coup, la carte deviendrait plus compétitive? Je sais qu'ils ont fait ça. D'ailleurs, j'en avais quand j'étais enfant. J'avais deck avec le Dévastateur en Travac. Mais... à bord doré, hein. Mais c'est pas dans leur intérêt, je vois pas... En gros, Je ils vont pense que c'est imprimer pas un dans leur- produit, ils vont imprimer un produit de même coût, tu vois, mais qui vont vendre moins cher. Puisque ça serait inutilisable après dans les parties officielles, on va dire Hmm. que. Mais bien sûr, ça, ils le feront pas, puisque c'est pas dans leur intérêt à eux. Ça, d'un point de vue économique, vendre le même produit qui ressemble exactement à ce que tu es en train de vendre, simplement que c'est à marquer dessus, ne pas utiliser dans les tournois ou dans vos boutiques légales, enfin dans des plays qui sont reconnus par Wizard, bah non, c'est pas intéressant pour eux dans tous les cas. Mais ça resterait une solution finalement. À partir du moment où Wizard fait des proxys estampillés Wizard, bah le marché illégal de la contrefaçon, il s'effondre. C'est intéressant, d'accord. Alors, j'avais imaginé une pseudo-solution, c'est plus pour l'avenir. Et je pense que même en termes de gameplay, c'est intéressant. C'est-à-dire de moins produire ce que j'appelle des staple design, c'est-à-dire des cartes que tu as envie de rentrer un peu dans tous les decks. Tout simplement parce que c'est ces cartes-là qui valent surtout quelque chose, et donc du coup qui, par extension, sont imprimées en proxy. Je pense que ça ferait du bien à la fois au jeu et à leur économie. C'est-à-dire que les gens se rueraient pas sur des dockside extorsionnistes sortis une fois dans un deck commandeur un peu obscur. Ou sinon, enfin, comment dire, il y a une autre solution, ça serait d'imprimer des staples, mais comment dire, très orientés en termes de mécanique. C'est-à-dire, je pense par exemple à l'éphémère pour 3, qui dit que toutes les créatures qui ont des marqueurs sont indestructibles et on pioche autant de cartes. Cette carte-là, pour moi, c'est une carte qui sert de intervention héroïque, mais pour une gamme de stratégie très spécifique. Et en fait, c'est des cartes qui, en termes de valeur, ne valent pas grand-chose. Par contre, c'est des staples dans leur mécanique de jeu. Pourquoi on n'a pas plus de cartes plutôt que des cartes un petit peu fourre-tout comme ça?
Après, effectivement, avoir des cartes qui feraient les mêmes effets que des staples, mais dans des stratégies plus restreintes ou dans des contextes plus restreints, c'est aussi une bonne solution, effectivement. D'autant que ça permettrait peut-être de réduire un peu cette course au power creep que tu as dans le jeu et qui ferait que bah ouais, finalement, tu te retrouves pas à forcément avoir la même carte dans le même deck à chaque fois. Mm. Et puis, comment dire, ça légitimiserait pour moi un peu plus l'argument de oui, mais il existe une alternative. Bah, là, pour le coup, si des staples spécifiques commenceraient à être édités, je pense notamment dans des bacs commandeurs liés au thème, je pense à je sais pas, un staple fait pro recyclage ou pro mu, peu importe. Euh, ça permettrait vraiment d'offrir des alternatives, et là je fais les guillemets avec les doigts, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de cartes où il n'y a pas d'alternative, malgré que le jeu soit très très riche, à partir du moment où tu fais un petit peu de théorie craft un peu poussée, et que tu sais où tu veux amener ton deck, ben en fait, le sort qui coûte un de plus, ou qui fait pas exactement le même truc, ben en fait il rentre pas dans ton deck. Ouais, effectivement, mais ça demanderait quand même un gros changement parce que si tu interdis pas les staples pendant que tu édites des staples spécifiques, entre guillemets, bah, du coup, en fait, les gens qui ont les moyens vont juste jouer les deux dans leur deck ou jouer que juste le staple et ça va créer une différence. Oui, oui, Tu le vois, des cartes comme Cyclonic Rift qui, dans pas mal de tables de jeu, sont interdites, même s'il est légal dans le format, puisque c'est vrai que c'est quand même une carte euh, un peu unfair, même si je trouve qu'elle solutionne certains problèmes compliqués. Mais ouais, je comprends qu'on veuille pas jouer avec ça. Et ça, ce genre de carte, bah, même si tu as une carte qui fait pareil, qui dit bounce tout sauf les elfes, et du coup, bah, tu as envie de la jouer que dans elfes, parce que sinon tu bounces tout ce que tu contrôles aussi. Enfin, en gros, je fais un exemple vite fait, hein. Mhm. Bah, le mec qui joue elfe, il va avoir envie d'avoir sa Cyclonic Rift et ça, tu vois. Il a envie d'avoir les deux. Oui, je suis d'accord. Néanmoins, ça offre une opportunité à des gens qui peuvent pas se payer ces cartes-là. Mais je suis d'accord avec toi, dans les faits, Ouais. ça risque, il risque certainement d'y avoir doublon dans les decks spécifiques. J'ai pas vraiment de solution à ça, effectivement. Ouais. Bah, pour moi, vraiment, ça passe par le reprint parce que pour qu'on proxyse, parce qu'on peut pas se payer les cartes, Mm. ou parce qu'on n'a pas envie de racheter une carte qu'on a déjà au prix qu'elle coûte. Et ça m'est arrivé pour une carte, je sais plus laquelle récemment. J'avais payé ça, je sais pas, 8 euros et je me disais putain, c'est un peu cher. Et là, je vois qu'elle vaut 30 euros maintenant. Je me dis, mais jamais. Je crois que c'était un terrain. Je dis, mais jamais je mets ce prix-là pour racheter ça. Donc j'ai proxysé un terrain un peu nul, mais en même temps, comme c'est joué en commandeur multi, ça a pris de la valeur comme plein de cartes. Alors que c'est pas réservé de liste ou quoi, hein, Mm. mais c'est vrai que Mm. si jamais c'était un truc qui était reprint tous les ans, bah, j'attends dans quelques mois, il va être reprint, il baisse de 10 euros et hop, je peux en reprendre un. Là, surtout quand le commandant multi, il y a une bonne partie de joueurs casual, etc. Quand t'as un peu de sous à mettre, t'as pas envie d'acheter une carte chère, t'as envie d'acheter plein de cartes. Je suis Et du d'accord. coup, tu préfères, tu dis, bah quoi, j'achète 100 euros, c'est deux staples dans mon deck, mais c'est deux cartes dans 100, ou est-ce qu'avec 100 euros, je fais un nouveau deck? Et en Mm. fait, tu vas toujours te dire, bah, le temps que je réfléchisse, j'ai beaucoup joué le deck que j'utilise actuellement, j'en ai marre, j'achète un Mm. nouveau deck. Donc ça passe, enfin, ça a créé plein de trucs un peu chiants ça, et du coup les proxys aident un peu à combattre ça pour ceux qui jouent vraiment, enfin qui ont un budget serré pour Magic, qui peuvent jouer des decks plus puissants pour s'adapter peut-être à leur table ou quoi. Et aussi c'est une question de praticité, hein. Moi c'est vraiment de la praticité pour le coup mes proxys. Et si jamais tu as des reprints, bah, ça te donne envie, tu vois, comme tu disais avec Revisit. T'avais pas du tout envie d'acheter cette carte parce qu'il y a des effets très similaires pour 20 centimes. Mais le fait que maintenant elle est rééditée, tu l'as pour 2 euros, bah t'as envie d'avoir la vraie carte dans tout ta deck. Et c'est systématique, hein. S'ils font une édition, genre Reprint Master, et ça s'appelle vraiment comme ça, tous les ans, et ils font voter la commu, qu'est-ce que vous voulez comme carte dans l'extension? Et ils se débrouillent pour pas tout mettre d'un coup, mais pour en mettre une bonne partie et créer une nouvelle expérience de draft en plus, comme ils ont fait avec Commander Legends. Bah, Bah, juste juste. tout le monde est régalé, quoi. Mm. Et puis ceux qui ont des collections et des tonnes de cartes chez eux, bah chais, voilà. Mais c'est un jeu qui est fait pour être joué, pas pour être Mm. entassé. Donc tant pis pour vous. Ouais, je pense bon, de toute façon, on est à peu près tous les trois du même bord. Théo, tu voulais rebondir sur ce qui a été dit ou pas? Pas spécialement, puisque j'ai le même avis là-dessus. Enfin, c'est clair que
Le plus de reprint réglera aussi beaucoup de problèmes, mais ouais. Le D'accord. problème, c'est aussi, quand tu vois un peu la folie qu'il y a autour de la spéculation, notamment quand tu regardes les TCG à côté, hein, Pokémon et des machins comme ça, est-ce que finalement, même avec plus de reprint, tu n'auras pas des gens qui vont essayer d'acquérir une sorte de monopole sur le truc et vont quand même gonfler les prix comme ça, quoi. A priori, si les reprints sont très ouverts, normalement le marché fluctue, il y a de l'échange. Euh, je pense que ça pourrait aller. Mais voilà, enfin, en fait, si tu, comment dire, si tu reprints des staples, c'est bien, mais pour moi, c'est vraiment qu'une partie de la solution parce que, en fait, si tu imprimes de nouveaux staples derrière, bah, en fait, tu vas recréer une attente sur d'autres cartes qui vont être recherchées. S'il y a une dîme étouffante qui pond tous les ans ou tous les 2 ans, bah, en fait, ça va rester problématique en plus de faire chier au niveau gameplay, mais c'est un autre sujet. Ouais, je suis d'accord que les cartes, de toute façon ils l'ont dit, hein, c'est pour ça que les packs commandaires d'ailleurs sont moins intéressants maintenant. Les cartes auto-win dans plein de decks, ils veulent plus faire ça. C'est d'ailleurs bien designé. Une carte comme Jewel Lotus, le Black Lotus pour le commander, bah, en fait ça ne va pas partout, même si c'est une carte très forte qui permet de faire des trucs un peu débiles. Moi j'aime pas trop cette carte, mais il y a pas mal de decks où tu peux pas trop t'en servir. Et quand j'ai fait un Mm. deck Queen, blanc-bleu, bah, ça ne me sert à rien du tout dedans. Et du coup, c'est une carte puissante que tu as envie d'avoir, mais en même temps, ça se met pas partout. Et ça, c'est un bon exemple de design puissant. A contrario, des cartes comme, encore une fois, Cyclonic Rift, hein, je prends cet exemple tout le temps parce que Non, mais c'est le vas-y, tu meilleur. peux y aller, je la déteste. C'est versatile en plus, cette saloperie, parce que tu peux la caster pour 2 ou pour 7. Ça bounce tout et ça fait win instant dans plein de situations. Il n'y a aucune raison de ne pas jouer ça dans un deck bleu. Sauf si tu as, je sais pas, Umori en compagnon et que du coup tu dois jouer que des cartes d'un seul type. Mais genre c'est un cas unique. Voilà, sinon tu joues Cyclone Rift dans ton deck. Si Mm. les gens te l'autorisent. Bah, écoute, Ou alors si tu te dis que si tu te détestes après l'avoir casté, tu l'enlèves de ton deck. Ça peut arriver aussi, mais sinon voilà, ça c'est vrai que c'est des designs, malgré des reprints fréquents, ça pousserait quand même les gens à les avoir. Par contre, je trouve que pour que ça reste entre guillemets intéressant pour Wizard et pour ceux qui spéculent un peu collectionneurs ou quoi, de faire des reprints fréquents mais à N+1, c'est-à-dire l'année d'après, on va dire. Ça veut dire que pendant un an, ta carte, là où elle est sortie, bah, tu peux l'avoir que ici. Et mm. tu sais que pendant au moins un an, ou peut-être aller 2 ans, il n'y a pas de reprint. Ça permet aux gens de continuer, s'ils veulent, à spéculer, à tenter des trucs, à investir, à faire de l'achat-revente pour ceux qui le font. Même si ça n'intéresse pas les joueurs, mais bon, il y en a qui le font. Et Wizard, du coup, continue de vendre tous ces produits récents parce que si tu les veux, bah, c'est dans le produit que ça sort. Mais pour ceux qui arrivent en cours, genre, ah merde, ça fait un an et demi que la carte est sortie, elle vaut 50 balles. Bon, ça va être édité dans 6 mois, j'attends un peu, c'est pas grave. Mm. Et du coup, ça limite beaucoup ça. Et même s'ils font des designs encore un peu comme Cyclonic Rift, que les gens bah, ont envie d'avoir parce que ça va partout, bah, c'est pas grave parce que ça va valoir des sous au moment où ça sort, c'est fort. Et c'est quand même reprint genre dans 1 ou 2 ans. Et d'avoir un cycle comme ça de reprint perpétuel, ça fait que tu gardes tous les trucs intéressants à un prix abordable. Et finalement, genre tu vas constituer un deck avec 85 cartes à prix abordable, entre 1 € et 20 €, on va dire. Je trouve que 20 € pour une carte, ça reste abordable encore. Et les 15 cartes qui restent, qui vont être un peu chères, ça va que être des cartes récentes et ça dépend de ce que tu builds. Mhm. Ça se trouve, il n'y en a aucune qui vont dedans et t'as juste un deck qui coûte pas cher. Tu Ouais, ils ont fait un petit effort aussi avec The List, on l'a pas souligné, mais bon, vois. déjà Ouais. le taux de drop d'une carte de The List est relativement bas et il y a aussi énormément de crap dans The List. Euh, Malheureusement. Mm. c'est clairement pas suffisant, mais bon, c'était un petit effort à souligner. Sinon, rien à voir, PL, mais je te propose un petit rencard après l'enregistrement pour qu'on crache tous les deux sur Cyclonic Rift pendant 15 minutes. Je déteste cette carte, ça me fait beaucoup plaisir que tu craches aussi dessus. J'invite tous les auditeurs à faire de même dans les commentaires. Ça me fera très très plaisir. Ouais, je serais capable de défendre la carte, malheureusement, mais je comprends qu'on la déteste et si un jour elle est bannie, ça me choquerait pas. Ok. Je vous propose d'enchaîner. Est-ce que vous êtes déjà tombé sur un joueur récalcitrant au proxy au moment de lancer une partie? Est-ce que cette situation vous est déjà arrivée?
Moi, ça m'est déjà arrivé, ouais. Peut-être même plusieurs fois, mais là, j'en ai qu'une en tête. C'était quand j'ai commencé le Commandeur Multi avec des collègues. J'avais fait un deck Muldrota qui m'avait coûté genre 40 €. Donc vraiment ultra ultra budget. Et j'avais pas beaucoup de cartes dans ma collection parce que j'avais tout vendu il y a pas longtemps. Donc vraiment, c'était un deck ultra budget. Et il se trouve que j'avais ces fameux Proxy Wish en ma possession, puisque j'en les avais achetés pour faire un court-métrage à l'époque, qui n'a jamais vu le jour, si jamais ça vous intéresse. Mais j'avais besoin pour le court-métrage de cartes qui valent cher, entre guillemets, mais j'avais pas envie d'acheter des Black Lotus pour faire ça. Du coup, j'avais ces Proxy Wish, et je me suis dit, bah, dans mon deck budget, je vais mettre juste les bilans de Sultai. Je mets juste ça, comme ça m'aide à avoir une mana base un peu moins dégueulasse, et le reste vaut rien. Et même en ayant ça, à ma table, du coup, qui ne joue aucun proxy, eux, ils détestaient ça. Pour eux, on jouait à Magic avec les vraies cartes. Et ce qui fait que quand ils ont découvert que je jouais ça, à la deuxième game, j'ai enlevé mes faux bilans, du coup, et j'ai mis des Basic Land. Alors que j'avais pas de fetch, rien, je pouvais même pas les chercher, mais ils étaient vraiment contre ça. Et j'ai vu d'ailleurs, à force de jouer avec eux, qu'en fait, il y a une évolution et que quand tu commences, genre tu comprends pas trop. Alors tu te dis, mais non, moi je veux jouer aux cartes, je veux les vraies cartes. Et généralement, les gens débutants détestent les proxys. Et je me mets dans le lot parce que quand j'ai commencé, et quand j'ai rencontré d'ailleurs Valentin, avec qui je fais du coup pas mal de vidéos, il jouait des proxys dégueulasses. Voilà. Il jouait notamment Obscure Confidence. C'était un bout de papier, il y avait juste écrit Bob dessus, pour ceux qui ont la ref. Donc vraiment, je voyais ça. J'ai détesté, j'ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Il me dit, bah en fait, c'est la carte vaut cher, je peux pas la payer, du coup, quand j'ai besoin, on me la prête, et là, je joue ça, et j'ai un vrai deck. Et moi, je voulais pas comprendre. Je voulais pas comprendre pourquoi on faisait ça, parce que c'était horrible. Et je me suis retrouvé dans la même situation des années plus tard, mais là, c'est moi qui avais le proxy. Moi, j'avais pas écrit Bob dessus, c'était plus clean quand même. Mais les joueurs, du coup, un peu casual débutants, m'ont dit, non, non, on veut pas ça. Si t'as pas la carte, tu joues pas. Enfin, tu la joues pas. Du coup, je pense que c'est très lié au fait de commencer la partie, ou peut-être quelqu'un qui a investi 2 000 € dans son deck et ça lui fait un peu chier que toi, tu n'en aies pas investi autant. Mais bon, là, c'est plus de la jalousie à ce stade-là. Bah, il y a un peu, ouais, il y a des gens pour qui tu sens qu'il y a un peu de mépris de classe en fait, où Mm. c'est, ouais, si t'as pas les moyens, tu joues C'est autrement ça. quoi. Mais ce qui est très triste avec ces gens-là. Après, bon, je comprends qu'il y en ait qui disent bon, j'ai pas forcément envie de jouer avec des proxys qui sont dégueulasses quoi. Après, personnellement, j'ai jamais eu ce problème-là puisque bah j'ai tout de suite fait des proxys qui étaient assez jolis. Donc personnellement, on m'a jamais dit bon bah ta carte elle est dégueulasse, c'est dommage, elle est incompréhensible. Du coup tu joues pas avec quoi. Mais ouais, je suis en train de chercher, mais non, j'ai jamais vraiment vu de gens réellement rencontré de gens réellement réticents en proxy. À part effectivement, soit des gens qui se mettent dedans et les vrais débutants qui comprennent pas, ou des gens qui font du mépris de classe, mais ça a toujours été des exceptions au final. Il n'y a pas, ouais. Et ben moi non, en tout cas moi en IRL j'ai absolument jamais eu le problème. En même temps, enfin voilà, si vraiment on me taquine un peu trop, je prends 10 minutes à désliver et resliver mes cartes pour mettre les originaux en regardant la personne dans les yeux. Donc a priori, bon, ça a jamais posé vraiment de problème. Il se trouve que ce matin, Théophrases et moi sur Discord, on a eu l'occasion de rencontrer une personne dans nos échanges qui était complètement contre les proxys. Je lui ai demandé son autorisation si je pouvais la citer, et elle m'a dit pas de problème. C'était d'ailleurs plutôt pour moi une chouette rencontre, hein, c'est-à-dire que je vais me permettre du coup de la citer. Voir une proxy pour moi, c'est me dire que l'on veut jouer plein de trucs souvent et des trucs puissants sans s'être donné les moyens de l'obtenir. Ça va à l'encontre de ce que j'aime voir et ressentir vis-à-vis de mon adversaire en face. Cela ne me procurerait aucune sensation de jouer du coup et je préfère m'en passer. Donc ce joueur, en gros, ce qu'il disait, c'est qu'il voulait pas jouer à une table où il y a des proxys. Moi, je l'ai compris de la façon suivante. Comme quoi en fait faire l'effort de chercher à se procurer les cartes, c'est aussi un petit peu s'ancrer dans le réel quelque part et de pas céder à la facilité de tout avoir tout de suite. Alors je partage pas son opinion, mais je la trouvais plutôt intéressante de manière à citer.
C'est vrai que c'est assez intéressant. Ça rejoint un peu ce que je disais sur mon avis au début de Magic sur les proxys. C'était le côté, t'as pas la carte, tu la joues pas, tu vois. Et genre, et c'est pas grave, tu fais autrement. Mais en fait, ça découle souvent d'un truc, c'est que c'est le principe de ce que tu ne fais pas. Des fois, t'as pas envie que les autres le fassent. Tu vois, genre, tu le fais pas quelque chose parce que t'as pas les moyens, typiquement. T'as peut-être pas envie que quelqu'un le fasse parce que tu ne fais pas de proxy et tu joues qu'avec tes cartes et t'as pas les moyens d'avoir Cyclonic Rift. Je cite que cette carte, on sait jamais. Et en face, tu perds parce que le mec te fait Cyclonic Rift, et t'es pas content parce qu'en plus il a joué avec un proxy et t'es en mode oui, mais normalement t'as pas la carte. Donc normalement j'ai pas perdu le match. Il y a un peu cette sensation là. Et en vrai, ce qu'il faut faire pour plus encadrer ça, je trouve, c'est soit discuter, genre on est ok, on utilise des proxys, soit mettre surtout une limite de budget. Puisque comme ceux qui n'utilisent pas de proxy souvent et qui n'aiment pas ça, c'est quelqu'un qui n'ont pas forcément le budget pour acheter toutes les cartes qu'ils voudraient ou tout le power level qu'ils aimeraient mettre dans leur deck. Si tu encadres ça pour une table de commandeur multi par un budget, du coup, même si tu utilises des proxys, faut que ça rentre dans le budget. Typiquement, je reprends mon exemple de tout à l'heure, tu vas dire que tous les decks de la table, ils ne doivent pas dépasser 100 €. Même si tu as un deck full proxy, s'il respecte la règle, c'est ok, tu vois. Parce que le mec, il avait peut-être pas l'argent pour acheter ces cartes-là. Mais tu peux pas te dire, ah ouais, mais avec ses sous, avec ses gros sous, il a acheté ses grosses cartes et il m'a rossé. Et du coup, je trouve que ça enlève beaucoup cette sensation de moi j'ai respecté les règles, j'ai pas acheté les cartes, mais j'ai perdu parce que j'ai pas les cartes fortes. Là, du coup, si tu fais ça, libre à toi d'acheter les vraies cartes et d'affronter des gens qui ne font pas pareil, mais vous êtes sur un pied d'égalité, tu vois. Sur ce genre de modèle, j'en avais déjà discuté avec un Québécois. Et en fait, les gros builders dont je fais partie, on a tendance à craquer en fait ce genre de format, tout simplement parce que on va arriver à jouer des archétypes très très forts et qui respectent ces 100 $, ou 100 € de budget. Et du coup, en fait, ça va créer un méta où certains archétypes, voire colorités, vont supplanter les autres. De façon très très naturelle, en fait. Mais bon, c'est pas trop la question. Le budget est une solution, je pense. Je vous propose de vous parler aussi d'un article que j'ai lu en préparant cette émission. C'est plus un témoignage d'ailleurs qu'un article. Je la mettrai sûrement dans la description, soit sur YouTube, soit sur votre plateforme préférée. En gros, je vais synthétiser, c'est un monsieur qui s'est mis à Magic il y a plusieurs années. Il est rentré dans une communauté où ça jouait dans des formats un peu standards, puis ensuite ils sont tous passés en Commander. Puis il a eu la mauvaise idée d'acheter un jour un petit trophée, en fait, et comme quoi, en fait, les gagnants des soirées repartaient avec un trophée, et en fait, ça poussait à une course à l'armement, ce qui fait qu'ils se sont tous retrouvés avec des decks compétitifs. Mais donc du coup, c'était un peu dur de suivre, mais le meilleur de l'histoire est pas là, c'est-à-dire que le coronavirus est arrivé, il a eu des gros soucis de santé, plus l'isolement, plus sa famille dont il devait subvenir aux besoins. Du coup, il a revendu ses cartes. Et pendant cette période où il allait très très mal, il a découvert Spelltable et un Discord qui s'appelle PlayEDH aux États-Unis. Et il s'est mis à beaucoup jouer dessus, où la plupart des joueurs étaient nouveaux ou n'avaient pas les cartes, et du coup, les proxys étaient autorisés par cette communauté. Et en fait, au moment où les confinements se sont un peu arrêtés, où il s'est remis à côtoyer ses amis, et en fait, il avait plus ses cartes, et il est tombé devant un mur, devant ce paywall, et ça m'a beaucoup touché, parce que tout simplement, il ne pouvait plus jouer avec eux, parce qu'il n'autorisait pas les proxys. Et en fait, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que il faisait partie de cette communauté, il était contre les proxys, et en fait, quand il s'est retrouvé dans la merde, et qu'il en a utilisé, ça lui fait déjà énormément de bien dans sa vie de pouvoir jouer. Et quand ensuite il a pu rejouer en papier, en fait il est tombé devant ce mur-là. Ça l'a dévasté. D'ailleurs, j'aimerais bien vous lire la toute fin de cet article. Franchement, j'ai pas chouiné, mais j'étais pas loin. J'ai sympathisé avec quelqu'un qui était frustré après avoir dépensé $1000 sur une plateforme seulement pour perdre contre une personne qui a dépensé
une centaine de dollars contre une cartouche d'encre. Et je crois toujours qu'il y a une logique à cela. Et je ne dirai à personne ce qu'il doit faire ou ce qu'il doit penser. Mais je me suis fait des amis grâce à Magic, et quand mon argent a manqué, je les ai perdus. Ma perspective a changé. Je me suis demandé si j'appréciais l'amitié ou de vraies cartes. J'ai choisi l'amitié. J'aurais aimé que mon groupe fasse de même. J'ai un peu cassé l'ambiance. Non, c'est beau. C'est beau comme phrase de conclusion. Comme phrase de conclusion, pardon. Et ouais, c'est un peu triste. Après, c'était peut-être pas les bons amis aussi. Ne plus vouloir jouer avec lui parce qu'il a plus les cartes. Mais ouais, c'est vrai que c'est. Enfin, pas dans cet extrême-là, je dirais, mais ça existe quand même, ce côté. Il faut que tu aies les cartes pour jouer. Et après, ça a toujours été le cas, hein. Avant Magic Arena, t'avais pas de cartes, tu jouais pas. Et les proxys, c'était pas si simple à faire et pas de bonne qualité. Ou alors ça coûtait cher, hein, l'encre. Bon, ça vaut toujours cher l'encre, mais encore plus il y a quelques années. Donc je comprends le témoignage de cette personne-là et ils sont un peu tristes, mais c'est vrai que ouais, je comprends un peu les deux. Je comprends pas les gens qui lui parlent plus, par contre, ça c'est juste des cons, je pense. Mais je comprends les gens qui aiment pas les proxys parce que eux ils achètent leurs cartes et en fait ils ont beaucoup ce côté kitchen table souvent. Genre tu fais avec ce que t'as. Le côté à l'ancienne que tu te débarrasses très vite, mais au début, quand tu commences, tu as des cartes, et quand tu veux améliorer ton deck, tu achètes des boosters. Donc tu ouvres un booster, il y a 14 cartes qui servent à rien, et il y en a une, elle va un peu dans ton deck parce que c'est les bonnes couleurs, tu la mets dedans et t'es content. Et du coup, quand en fois c'était un mec qui dit bah non, moi j'ai imprimé la carte qu'il me fallait sur internet, bah c'est sûr que t'es en mode je veux pas faire ça en fait, je veux pas jouer contre toi. Parce que on joue pas dans la même cour, tu vois. C'est comme jouer avec un deck standard contre un deck pionnier. Tu vas peut-être faire quelque chose, mais la plupart du temps, tu vas juste te faire éclater. Et c'est ça, je pense, ce qui est vraiment clivant, en fait. Le nœud du problème, ouais. C'est ça, quoi. Dans vos boutiques respectives, c'est quoi la politique autour des proxys? J'ai jamais trop demandé, en réalité. Moi, j'ai toujours ramené et je m'arrange avec la table plus qu'avec la boutique, vu que je fais encore une fois que du commandeur et que les événements sont pas sanctionnés. D'accord, donc t'as pas d'événement Commander? J'ai des événements commandeurs, mais il y a rien à la clé. Ils sont pas reconnus par Wizard et D'accord, ok, très bien. donc voilà. Moi, j'en ai aucune idée. Je sais qu'il y avait des proxys par-ci par-là, hors tournoi. Mais je crois que c'est juste, bah ouais, hors tournoi, tu fais ce que tu veux, on va dire. Et puis ça dépend des joueurs, quoi. Si le joueur en face de toi, il veut pas, bah juste, tu joues pas avec lui, quoi. Ou alors tu essaies de le faire changer d'avis, mais bon. Mais moi-même, j'ai joué déjà avec des proxys pour tester des decks parce que bah, quand t'as pas trop les moyens, tu investis pas dans les cartes, tu les testes, voir si c'est les bonnes avant d'acheter un deck. Surtout avant Arena et tout, où tu savais pas, tu pouvais pas tester. Donc tu testais avec les cartes. Donc forcément, l'époque du Abzan de Khans of Tarkir qui valait 5 ou 600 euros avec les saisies, les fetch et tout, tu faisais bien des proxys avant d'acheter tes cartes. Ouais, Et tant que c'était pas dans un tournoi, je crois qu'à ma boutique, ouais, les gens les utilisaient. Ça dépend de ton adversaire en fait. D'accord. Alors moi je vagabonde dans beaucoup de boutiques différentes, j'ai l'occasion de me bouger un petit peu partout en France, et en fait j'ai observé des politiques très différentes d'un magasin à l'autre. Des fois c'était juste très inventif, hein. Il y a grosso modo la boutique qui veut pas de proxy pour ses événements, point. Voilà. Il y a celui qui les tolère dans la mesure où tu as les originaux. Et il y a celui où ta soirée FNM est complètement, tu peux complètement venir avec un deck full proxy, il n'y a aucun souci, à partir du moment où, en gros, c'est des événements où tu payes le paf d'entrée, tu repars avec un booster, une boisson, des cartes promo, et en fait, de toute façon, ils se fichent complètement avec quoi tu viens. L'idée, c'est que tu payes ta soirée, donc, et c'est comme ça qu'ils s'y retrouvent économiquement. Voilà, moi de toute façon je suis vendu, hein, je suis complètement pro-proxy. De mon point de vue, ça apporte plus de bonnes choses, ça ouvre le jeu à plein de gens. Moi, personnellement, j'ai commencé Magic grâce. En fait, j'ai vraiment commencé Magic
Les premières parties que j'ai fait, c'était au centre de loisirs parce que j'avais un animateur qui aimait bien Magic et qui avait quelques decks et qui nous faisait du coup des petites après-midi. Allez les gamins, on va jouer à Magic. Et ben, même lui à l'époque, il nous sortait pas ses vrais decks quoi, hein. Il était en mode proxy, donc du coup, pourquoi ouais, ça reste une porte d'entrée, hein. Le proxy aussi, de pouvoir découvrir le jeu. Enfin, Magic, ça reste un jeu à la base. Malgré que s'il y ait des enjeux économiques derrière, ça reste un jeu et il faut avoir le plaisir de jouer et tout le monde devrait pouvoir jouer avec. C'est con de mettre une limite toujours financière derrière. Et du coup, bah, les boutiques qui le font, moi je trouve ça très très bien d'accepter le full proxy aussi. Finalement, tu payes ta soirée et bah voilà, si quand les événements sont officiels, là tu te ramènes avec tes vraies cartes. La boutique y perd pas forcément puisque tu auras toujours besoin de tes vraies cartes pour faire les événements officiels. Et elle s'y retrouvera aussi sur les soirées draft où là tu es bien obligé d'acheter tes boosters draft aussi, hein. Mm. Je vous propose pour entamer la fin de cette émission de nous parler de la proxy la plus what the fuck que vous avez vue ou produit, pour le cas de Théophras par exemple. Alors ça peut être sur plein de critères, ça peut être pour sa dégueulassitude, ça peut être au contraire son top design ever. En gros, je suis en train de monter et donc du coup de créer un deck CEDH Kamal Broustarl, les deux chauves, et qui est pas du tout un deck qui est subtil, qui est un deck stacks en mode je ralentis la game et je te bourre avec mes grosses créatures. Et comme certains l'auront pu le comprendre, je suis un grand fan de Dwayne Johnson. J'ai décidé de faire un deck à thème où le but c'est de cacher des Dwayne Johnson de manière plus ou moins subtile sur toutes les cartes. Énorme. Du coup, j'ai fait, il faut que je la retrouve, il y a les petits elfes c'est là où tu t'aperçois que Dwayne Johnson a des têtes d'elfes, des têtes de Manadork absolument phénoménales. Il rentre dans tous les Manadork. Mais celui dont je suis pas le moins fier, c'est Turntimber Symbiosis. Donc c'est le MDFC, la double face card mythique verte, qui représente une sorte de gros cidre entouré de fumée verte, sur lequel j'ai simplement photoshopé plein de têtes de Dwayne Johnson à la place de chaque tête, et qui est absolument ignoble. Et bien sûr, le découpage de la tête de The Rock est parfait et il n'y a rien qui dégueule. Ouais, bien entendu, c'est absolument. Je suis en train de regarder pour voir si je peux vous l'envoyer sur la discussion en même temps, puisque c'est quand même une grosse fierté. De toute façon, elle s'affichera à l'écran, il n'y a aucun problème. Voilà, pour les joueurs. Mais du coup, voilà, c'est ma proxy préférée, je pense, pour le moment que j'ai produite. Sinon, la proxy préférée que j'ai vue, c'est une Smothering Tide. Non, pas Smothering Tide, Rhystic Study, je raconte n'importe quoi. Qui est simplement tout con. C'est le land full art de Theros, donc la grosse goutte un peu en mode étoile, Nyx, nuage, là, avec marqué en gros dessus Do you pay the one? Donc c'est pareil, elle est un peu dégueulasse, mais je l'aime beaucoup. Dans le même genre, j'avais vu toutes les pièces de Stax qui existent du jeu, mais détournées façon affiche de propagande espagnole des pires années de l'histoire. Et toi, du coup, PL? Moi, ça va paraître un peu nul parce que en fait, j'ai vu pas beaucoup de proxy dans ma vie. Du coup, j'ai pas des trucs avec Dwayne Johnson de ouf. Mais j'ai déjà parlé, le proxy vraiment que m'avait joué Val de Bob, il était dégueulasse. Mais vraiment, ils imaginaient du coup un dos de carte, une carte retournée dans un sleeve, et un papier un peu comme si vous l'aviez froissé à la main, puis défroissé, puis refroissé, puis refroissé, avec écrit Bob, B-O-B. Pas les stats, rien, juste il y a Bob sur une carte. Énorme. Et ça vraiment, quand tu joues contre, et qu'en plus ça fait pas longtemps que tu joues,
Ah, t'as pas envie, quoi. Ah, vraiment, ça donne pas envie. Ça, par contre, je comprends ceux qui aiment pas les proxys quand ils sont pas bien faits, parce que quand ça devient illisible et que tu oublies des trucs, des triggers, parce que si, parce que ça, ça c'est pas possible, ça dégage. Ah, il faut être concentré encore plus, parce qu'il faut se rappeler quelle carte est quoi. C'est dur. Donc ça, et sinon en proxy, j'ai pas trop de proxy, genre ouais, qui me viennent en tête, j'en ai vu sur mon plein sur internet ou quoi, mais en vraie carte, non. À part un proxy qui a fait Lancelot, modérateur sur la chaîne et collègue maintenant. Il s'est fait du coup des Troubiland en prenant les illustrations des landes de Terros, Hmm, qu'il a coupé en deux. Il a fait moitié-moitié et ça rend très très bien. cool. Je sais pas si les a tous vus, en tout cas je me rappelle du Orzhov de tête. Et ça rend vachement bien, ouais. C'est très Bah, joli, ça s'il fait les a mis très sur le net, ils nouveau quoi. s'afficheront, hein. Ouais, je sais pas s'il les a quelque part, mais Bah, si si je trouve j'irai une photo, je le te taquiner l'envoie. d'un message. Ça marche. Moi, une de mes conceptions les plus... Bon, c'est une des plus rigolotes, je pense, que j'ai fait, c'était pour Edgar, où il m'avait envoyé une photo de son chat pour être le commandant de son deck Arabo pour Tribal Chat, du coup. Et en fait, Mm. la photo est assez géniale parce que le chat écarquille les yeux à la bouche ouverte et on voit surtout énormément bien ses couilles. Et, et c'est absolument génial. C'est une très belle fabrication de ma part, pour le coup. D'ailleurs, ça me fait penser, pour Théo, il y a une carte dans Dragon de Tarkir, il me semble, genre le Gredin des rivières ou quelque chose comme ça. C'est une commune ou une unco qui est imbloquable si tu as un marais ou une forêt, Mm. il me semble. Je te sors la carte approximativement. Si tu veux aller voir le dessin, on dirait Dwayne Johnson, en un peu Énorme. plus maigre. Mais Ah vraiment, je bah, trouve il y a un visage très ressemblant, donc ça pourrait t'économiser un Photoshop si tu veux prendre l'artwork. Bah non, au contraire, ah bah là, faut pourquoi pas. photoshopper le corps, du coup. Ouais, c'est Voilà, ça. voilà, tu mets que le corps sur la tête, c'est incroyable. Ça peut être rigolo de faire exactement l'inverse de ce que je suis en train de faire. C'est ouais, ouais. Ok, très bien. Bah écoutez, on arrive à la fin de cette émission et on va rester dans le partage, car c'est le moment où on échange avec les auditeurs et on leur parle du dernier film ou la dernière série, le livre, le jeu vidéo et pourquoi pas l'itinéraire de votre dernière randonnée. C'est le moment où on partage une œuvre culturelle. Alors, qu'est-ce que vous avez pour moi cette semaine? Eh ben, est-ce que tu préfères une série ou un manga, tiens? Ah, moi, je préfère Tu vas rien, choisir. c'est ce que tu préfères. Tu préfères rien? Ah. Bah, je vais parler du manga du coup. J'ai lu récemment Les Montagnes Hallucinées par Gu Tanabe, qui est un manga en fait inspiré, enfin même pas inspiré, mais adapté plutôt des nouvelles de Lovecraft. Et Hmm. cet auteur, Gu Tanabe, il en fait plusieurs et je pense qu'il continue à en faire. Il y en a 5 actuellement, dont bah, le mythe de Cthulhu forcément, qu'il a fait en manga et c'est super cool, je le recommande à fond. Déjà, les mangas sont plus grands qu'un manga classique, sont reliés avec des espèces de simili-cuir, donc l'objet est qualitatif. Et il a réussi, en dessinant quelque chose d'indescriptible, à rendre un dessin, bah, on ne comprend pas ce qui se passe. Du coup, quand vous avez des horreurs cosmiques, hein, pour ceux qui connaissent un peu le mythe de Cthulhu, le but c'est ça, c'est tellement incompréhensible que l'humain devient fou quand il les voit. Et ben il a réussi à dessiner des trucs comme ça. Alors je suis pas devenu fou, enfin je crois pas, mais quand tu lis ces mangas-là, là je suis en train de lire du coup Les Montagnes Hallucinées qui sont le dernier que j'ai pas lu. Tu vois vraiment plein de traits, c'est très sombre, il y a beaucoup d'ancrage noir, avec un peu de blanc par-ci par-là, et l'œil a du mal à comprendre ce qu'il voit en fait. Il y a beaucoup de traits qui se mélangent, et tu sais pas si tantôt c'est un contour, si c'est juste un reflet dans l'obscurité, et je trouve ça vraiment cool. Donc pour ceux qui aiment bien soit les mangas, soit Lovecraft, soit les deux, foncez. C'est super cool à lire, et si vous avez la flemme de lire les nouvelles, même si je vous le recommande, mais c'est vrai que c'est un peu dur à lire parfois. Les mangas sont une excellente alternative. Ok, du coup, c'est un petit peu psychédélique, quelque chose de Ouais, hypnotisant, quelque chose comme ça. D'accord. c'est Bah c'est écoute, ça, et ça raconte en plus exactement ce qui s'est passé. C'est pas une adaptation libre, c'est vraiment, ça reprend les nouvelles. Et en plus, pour rajouter ça par rapport aux Montagnes Hallucinées, ça raconte quelque chose que je connaissais pas du tout, moi. C'est l'exploration des continents gelés, donc pôle Nord, pôle Sud,
où en 1920-1930, il y a eu de plus en plus d'expéditions pour tracer une carte, savoir ce qui se passait là-bas. Et nous, bah, à l'ère où on est, bah, on sait tout ce qui se passe sur la planète, on a la carte de tout, mais à cette époque-là, non. Et c'est super intéressant du coup de voir, parce que le roman, enfin la nouvelle, pardon, parle de ça, et du coup le manga, pareil. C'est intéressant de voir comment ça se passait, les explorations à l'époque, etc. Il y a un petit côté un peu historique. Ok, Voilà. et toi, Théo, qu'est-ce que tu nous as ramené cette fois-ci? Alors, je sais pas trop, j'hésite toujours. Est-ce que je vous fais découvrir mes goûts musicaux plus que douteux ou est-ce que je vous conseille un bon documentaire sur l'escalade? Douteux, douteux, moi je veux le Euh, douteux. ok, on va. Alors, ce qui est fou, c'est qu'à chaque fois que je suis invité ici, le matin même, je découvre un groupe pas piqué des hannetons, j'ai envie de dire. Donc la dernière fois, j'ai parlé de Gargantua. Là, je vais parler d'un groupe d'électro-punk rap féministe qui Yes. s'appelle les Vulvassassines et qui a des très très beaux morceaux tels que J'aime la bite mais pas la tienne. C'est toi qui te baise. Colis suspect où on apprend un peu ce que ça fait d'être sur le quai du RER à Paris entouré de d'anglais drogués et de tout un tas d'autres personnes, et le fameux titre Godzilla 3000, Putain. voilà, qui parle notamment du fait d'avoir des gros muscles. Et comme c'est un peu mon but dans la vie, non avoué, ça m'a tout de suite parlé. Énorme. Tout un programme. Ah, Bah, c'est génial. Je pense que je voterai pour elle aux prochaines élections. énorme. Bah, moi, je vous propose un truc un peu classique. Moi aussi, c'est un manga, d'ailleurs, que je redécouvre en animé. C'est Yu Yu Hakusho, qui est le premier manga très connu de l'auteur de Hunter x Hunter. Super. Ouais, c'est un shonen plutôt classique. Il a été animé dans les années 90. J'ai énormément de nostalgie et le fait de le revoir apparaître sur Netflix, ça m'a vraiment donné envie de le regarder. J'avais un peu peur au début de me dire, oh putain, maintenant mes goûts ont évolué et tout. Est-ce que ça va vraiment prendre? Clairement, c'est un classique indémodable. Yu Yu Hakusho, un grand classique du manga. Et bah du coup, je vais pouvoir saluer les auditeurs et les remercier d'être restés jusqu'au bout. N'oubliez pas, si cet épisode vous a plu, de le liker et de vous abonner sur la plateforme de votre choix, Spotify, YouTube, Deezer et tout le bordel. Et même si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à commenter, à nous envoyer un pot de vin par email, c'est très important. Et en attendant, je vous souhaite plein de bons top decks et pas trop de manades. C'était le Pince-Crâne. Salut! Eh bien moi, avant de vous dire tous au revoir, j'aimerais faire un gros shout-out à la communauté MPC Proxy. Pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Reddit, il y a des très très beaux projets. Et des bisous à vous. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie.